Nous allons pouvoir commencer cette session d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bonjour à tous. Et au nom du programme de l'hépatite B de l'OMS, je vous souhaite la bienvenue à notre 4e session en partenariat avec le projet ECHO. Alors, je reconnais ici de très nombreux participants et vous souhaite à tous la bienvenue. L'objectif de cette plateforme est de participer, de communiquer, de partager nos connaissances partout dans le monde. Et l'objectif est de pouvoir apprendre les uns des autres et de participer ensemble afin de ici créer la meilleure réponse possible face à l'hépatite B. Alors aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles orientations en matière de soins et de traitement de l'hépatite B, en se basant également sur le feedback des pays que nous avons reçus par rapport à ces nouvelles recommandations. Nous savons ici que des millions de personnes ici vivent au quotidien avec l'hépatite B chronique et seuls 10% de ces 300 millions de personnes ont été diagnostiquées. Nous savons donc par conséquent que près de 800 personnes décèdent chaque année des complications liées à cette infection, y compris du cancer, ici du foie, ainsi que de cirrhose. Par conséquent, l'accès au traitement, au diagnostic est absolument essentiel afin d'enrayer la pandémie. Par conséquent, il était essentiel pour nous de pouvoir ici mieux vous connaître. Alors, nous avons une session fascinante aujourd'hui. Avec nous, nous avons la chance d'avoir des experts des sièges de l'OMS, notamment avec le docteur Philippa Easterbrook, qui va revenir justement ici sur le contexte de ces recommandations de l'OMS et puis ensuite des experts des différents bureaux régionaux de l'OMS. Et nous avons le docteur Sandy et docteur Billy qui vont venir sur certaines perspectives en réponse ici à l'enquête qui a été menée sur 6 thèmes clés. Donc ensuite, nous aurons 40 minutes de discussion avec les participants sur des thèmes ici clés, notamment avec le docteur Casimir et docteur Bibi Riwari. Et à 10h15, hors de Genève, nous pourrons clore. Avant de commencer, je voudrais également revenir sur certaines informations pratiques pour que vous puissiez participer et profiter au mieux de cette réunion. Vous pouvez nous suivre ici en anglais et en français aujourd'hui, donc n'hésitez surtout pas à choisir ici la langue de votre choix. Vous pouvez également couper l'audio original pour n'entendre que l'interprétation. Le sous-titrage en anglais est disponible. Vous voyez l'icône ici, donc vous pouvez cliquer sur cette icône si vous souhaitez ici avoir accès à ces sous-titrages en anglais. Alors, nous souhaitons vraiment que cette session soit la plus interactive possible, donc n'hésitez pas ici à commenter, poser vos questions dans le chat. Nous avons déjà près d'une 60aine de participants qui sont arrivés, qui nous ont rejoints ce matin. De même, est-ce que vous pouvez ici, vous renommer sur Zoom? Alors, vous voyez ici indiquer votre prénom, votre nom et le pays, ainsi que votre organisation, comme ici dans l'exemple, James Smith du Royaume-Uni. La session est enregistrée, donc si vous participez à cette session, vous consentez à cet enregistrement. L'enregistrement français en anglais ainsi que cette présentation et d'autres ressources seront partagées avec vous.
Et un certificat de participation vous sera également remis par l'Université du Nouveau-Mexique. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippa Easterbrook, qui va revenir sur ces nouvelles orientations pour ces recommandations de l'OMS en matière d'hépatite B. Madame Easterbrook, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est une opportunité ici que nous avons aujourd'hui de pouvoir vraiment partager ici avec tous les points focaux, de pouvoir ici échanger avec vous, notamment en matière des orientations pour ces nouvelles recommandations de l'OMS. Alors, ici, il s'agit vraiment de poser le contexte, mais ensuite, la présentation à venir reviendra sur l'enquête que nous avons menée et nous allons parler de ces résultats. Alors, merci à tous ceux qui ont répondu, parce que cela va nous permettre, encore une fois, de mener cette discussion et de vous encourager activement à participer à cette discussion dans le chat ou oralement. Alors, cela a déjà été mentionné, mais nous avons reconnu ici les écarts majeurs en matière de traitement et de diagnostic de l'hépatite B et C, puisque nous estimons que seuls 10% de la population ici infectée par le virus a été dépistée. Donc, il faut absolument pouvoir très clairement ici améliorer le diagnostic. Les recommandations en matière d'hépatite C qui ont été rédigées l'année dernière et lancées l'année dernière, et nous avons réussi ici avec à mettre en place une certaine simplification d'accès au traitement, développement du traitement pour les adolescents, les enfants, avec notamment ici différents tests. Alors voilà notre vision avec cette simplification des services proposés qui se base évidemment sur les éléments de preuve, les éléments scientifiques, mais aussi les enquêtes que nous avons menées au sein des communautés. Avec un meilleur test, nous avons vu que les tests et les traitements devraient être ici pris en charge le même jour, dans le même centre. Alors, comme pour l'hépatite C, nous avons donc réussi avec cette simplification. Notre vision donc était de même d'avoir la même approche pour l'hépatite B. Ici, le tableau sur la droite résume les recommandations de l'OMS de 2015. Et ensuite, nous avons pu ici mettre à jour donc en 2020. Donc, vous voyez ici en rouge, ce sont les amendements qui ont été ici proposés dans cette mise à jour de 2020. Vous retrouvez ici notamment la prophylaxie. Vous voyez également que les différentes thérapies, notamment le TAF, s'agissant du traitement de première ligne, et puis également certains seuils ont été ajoutés s'agissant de la population à traiter. Alors pourquoi avons-nous besoin ici de simplifier ici ces recommandations? Alors évidemment, le premier point, c'est parce qu'il y a très peu de dépistage, mais aussi parce que finalement, ces recommandations en matière d'hépatite B sont complexes, notamment en matière d'âge, de groupe d'âge, d'ADN et de tests pour déterminer l'éligibilité au traitement, et ainsi que le test à prix et avec ce seuil supérieur à 2 pour le diagnostic de la cirrhose. Alors, nous avons ici réalisé que c'était peut-être trop restrictif et
De même, nous avions remarqué qu'il nous manquait des données, notamment provenant d'Afrique subsaharienne. Donc, il nous a fallu ici prendre en compte également que les transmissions verticales et horizontales. Alors évidemment, lorsqu'on parle de simplification, ça peut vouloir dire différentes choses. Donc la simplification, ce concept doit être ici utilisé pour les diagnostics, pour ce modèle, mais également pour ces critères de simplification pour avoir réellement un impact sur l'ensemble du parcours de traitement du patient. Alors, voici ce qui est proposé pour 2023 avec cette mise à jour, donc qui traiter. Donc, nous avons ici travaillé sur ce critère de traitement. Mais également ici, que peut-on faire en matière de traitement pour les adolescents et les enfants? Mais également ici, en matière de traitement de première ligne, nous avons parlé du TAF et des doubles thérapies et également simplification du diagnostic et des services ici de soins, de traitement, notamment avec différents tests du virus Delta également, mais aussi le test de la charge virale, réflexe avec une certaine aussi décentralisation, intégration de certains services et donc tirer évidemment ici les leçons que l'on peut de ce qui a été mis en place pour le VIH. Comme vous le savez, dans le cadre de ce processus et de ces recommandations, notamment cette approche PICO que vous connaissez déjà, il s'agit vraiment d'une coordination ici holistique pour prendre en compte les différentes ressources qui peuvent être utilisées, les valeurs d'acceptabilité, les préférences ici, et donc les différentes perspectives, mais également les questions de faisabilité pour formuler ensuite ces recommandations. Les opportunités clés concernent le tenofovir, ici à un coût abordable pour les pays à revenus faibles et moyens. De même, il faut pouvoir disséminer ces informations auprès de tout personnel de santé et aussi d'autres initiatives globales, comme par exemple les différentes stratégies, les différents fonds, les différents partenaires internationaux ici qui travaillent en matière d'élimination de l'hépatite B. Et ce qui est important ici, en matière de défis, tout simplement, c'est de comprendre qu'il nous manque parfois des informations, surtout par rapport au VIH, en matière ici de recommandations, parce que comme nous l'avons ici vu, eh bien, souvent sont ceux qui ont des évolutions très lentes de la maladie et que, par conséquent, il est difficile ici de détecter les signes de la maladie et de pouvoir ici traiter rapidement. Et maintenant, je vais directement passer la parole au docteur Billy et au docteur Sandy, qui ici sont responsables, ici dans le cas du programme d'hépatite. Et ils vont revenir en fait sur une enquête qui a été menée, notamment sur 6 thèmes clés pour pouvoir vraiment mettre à jour ces recommandations de l'OMS. Ici, c'est en parallèle justement de tout le travail qui a été réalisé. Et sans plus attendre, ici, je passe donc la parole à Billy et Sandy. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Alors ici, nous avons donc commencé par développer cette enquête disponible en différentes langues afin de pouvoir collecter la perspective des managers par rapport à ces nouvelles orientations en matière de traitement et de soins de l'hépatite B, notamment en matière de PMTCT. Alors, comme vous voyez donc ces différentes sections de ce formulaire. Alors, nous voyons ici les réponses que nous avons reçues, 32 réponses de 27 pays. Vous voyez ici la répartition. Ici, sur cette slide, vous voyez ces réponses de la région Afro, de la réponse Euro, de la région Euro, AMRO, CIRO. Alors ensuite, nous avons également regardé les différentes réponses afin de pouvoir mettre en place donc cette mise à jour. Comme vous pouvez le constater, vous voyez ici que nous avons, là encore une fois, eu des réponses par rapport ici aux différentes catégories, sans plus attendre. Et je vais également ici passer la parole à Billy pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup Sandy, bonjour à tous. Alors cette présentation ici se fera en parallèle avec Philippa qui a également des commentaires à faire. Alors ici, vous voyez par rapport aux réponses ici que nous avons reçues, vous voyez que nombreux sont ceux qui ont une expérience clinique directe. Pour la section B, donc la disponibilité ici de plans, de stratégies pour l'élimination de l'hépatite B. Vous voyez encore une fois ici les réponses qui ont été apportées. Nous voyons que près de 50% des pays ont des programmes fondés par le gouvernement, financés par le gouvernement en matière ici d'hépatite virale. Cependant, les tests et diagnostics ici sont en général couverts par ces programmes financés par le gouvernement. Maintenant, évidemment, s'agissant de l'éligibilité au traitement, encore une fois, vous voyez la décomposition ici des réponses qui nous ont été données. Donc, on parle ici du PMCTC. Allez-y, Philippa, pardon. J'allais prendre votre place ici. Donc, je pense ici, vous avez des commentaires par rapport à ces éléments, je pense, Philippa. Oui, en effet. En fait, ici, il s'agit des réponses par rapport à l'éligibilité au traitement. Alors, ici, de même, par rapport donc aux recommandations. Alors, ce n'est pas toujours facile à interpréter les réponses, mais brièvement, je dirais que côté recommandations A et B, ce sont des recommandations très similaires. Et c'est ici justement
ce qui est important pour nous. Donc ici, vous voyez avec ces recommandations A, B, C, D et E. Alors pour la recommandation B, ici nous voyons qu'on se concentre plus sur les adultes et vous voyez les réponses. Vous vous souvenez que 1, c'est pas du tout d'accord. Donc ici, on voit que clairement, 1, 2, 3, c'est un certain ici désaccord avec ces recommandations. Et 4, 5, c'est plutôt au contraire être en faveur de la recommandation proposée. Donc on voit ici qu'il y a eu un nombre élevé ici de manque de soutien, j'ai presque envie de dire, en faveur de cette recommandation. Alors ici, je pense qu'il y a peut-être eu une confusion ici par rapport à comment utiliser cette échelle de valeurs. Alors C et D, les différences principales, c'est que c'est la même recommandation, mais ici, on se concentre sur ce traitement ici. Alors, c'est ainsi que nous avons donc obtenu ce niveau de soutien pour ces 4 et 5. Et enfin, tout en bas, il y a la recommandation E de traiter ici, eh bien, tous ceux qui sont testés positifs avec un ALT anormal, donc au-dessus de la limite normale. Et là, on voit que les réponses sont assez distribuées ici, réparties entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, c'est important par rapport à ces commentaires. Alors ici, malgré ces suggestions initiales, ici, où on a vu qu'il n'y avait pas réellement un réel soutien en matière de traitement des enfants, parce qu'il y a certaines préoccupations, notamment de respect du traitement pour les enfants. De même, certains ici, et l'on voit de même le besoin peut-être d'une intervention plus précoce. Voilà, je vous repasse la parole, Billy. Merci, Philippa. Donc, revenons sur le PMTCT, donc cette prévention de la transmission mère-enfant. Alors, nous voyons ici que très clairement pour cette recommandation, donc de la section D, eh bien, il y a ici un fort soutien de cette recommandation, avec près de 78% de ceux qui ont répondu qui sont en faveur de cette recommandation. Alors, c'est important de constater qu'il y a cette réelle différence ici. Donc, c'est un soutien très fort parce que les pays, ici, ces régions, ici, peut-être que vous pourrez revenir sur les régions, mais ici, c'est assez important. Oui, en effet, en fait, il y a vraiment un fort soutien pour cette recommandation, surtout en Afrique subsaharienne, parce que cela permettrait d'améliorer réellement dans les zones rurales. Ici, il y a une meilleure protection parce que dans les zones rurales, ça reste plutôt limité concernant l'accès aux services. Donc, on a vu vraiment que le soutien est donc beaucoup plus fort et donc c'est perçu comme vraiment une possibilité. Alors, il y a quand même des barrières qui ont été soulignées, notamment le fait que la prophylaxie antivirale n'est pas gratuite pour l'hépatite B dans de très nombreux contextes et par conséquent, qu'il faudrait une meilleure disponibilité des tests, des kits de tests. Donc, pour l'instant, ça reste difficile et qu'il faut ici plus de formation pour les professionnels de santé. Merci, Philippa.
Alors ici, maintenant, on passe à la section E avec justement donc ce traitement antiviral. Donc c'est en lien avec les recommandations de l'OMS. Comme vous pouvez le voir, il y a un fort soutien pour cette recommandation déjà existante. Alors par rapport aux nouvelles recommandations, il y a donc différentes options ici qui peuvent être envisagées, notamment avec l'utilisation du TAF. Et de même, on voit par rapport également aux doubles thérapies, donc ici justement TDF et 3TC. Donc là, vous voyez encore une fois la répartition par rapport aux réponses. Et je pense que Philippa, vous aviez aussi peut-être des commentaires là-dessus. Oui, en fait, brièvement, je voulais juste dire qu'il y a eu un nombre assez important finalement de pays qui avaient déjà en fait le TAF dans leurs recommandations. Et je pense que certains utilisaient déjà le TAF en tant que première ligne, mais très souvent pour ceux qui souffraient de pathologies rénales. Donc je pense que le soutien pour la double thérapie était peut-être un petit peu plus, en tout cas, mitigé. Certains n'ont peut-être pas perçu l'intérêt, notamment ici par rapport à la disponibilité aussi parfois du traitement. Billy, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Alors, ici, par rapport au service, alors on est sur la section F cette fois-ci, donc les services proposés. Donc voilà ce qui a été partagé par les pays par rapport aux services donc, qui sont proposés. Alors là, vous pouvez voir que dans la majorité des cas, par rapport aux services proposés dans les cliniques, principalement à l'hôpital, alors ici, cela représente bien, les 4 recommandations potentielles nouvelles, donc ici, s'agissant de la prestation de ces services. Si vous regardez en haut à gauche, donc ici, ce serait toujours dans le contexte hospitalier, dans des cliniques, ici, hospitalières, à droite. Ici, en haut à droite, il s'agirait dans le cadre, ici, des soins primaires. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a réellement un soutien en faveur vraiment de ici ces soins hospitaliers, avec un certain soutien tout de même pour ici les soins primaires ou le contexte de santé primaire. Donc ce sont les réponses qui ont ici été partagées par tous ceux qui ont répondu. Peut-être que Philippa, vous voulez ajouter quelque chose? En effet, je pense que très clairement, on a vu que ces services proposés à tous les niveaux, au service des soins primaires, dans le privé, dans le public. Donc, je pense que l'objectif ici est de pouvoir ouvrir l'accès pour tous à ces services de soins, on va dire d'hépatite B. Donc, je pense qu'il y a plusieurs approches. Donc, l'intégration aussi, finalement, avec les soins d'hépatite du VIH a aussi été et bien que très apprécié. Cependant, il faudra faire attention s'agissant de la stigmatisation, si on associe ça au VIH. Alors, il y a aussi une certaine ambivalence ici en matière d'intégration, pour pouvoir ici avoir un meilleur accès au traitement. Alors, il y a aussi, on a parlé du diabète. Alors, encore une fois, l'objectif est d'optimiser les ressources dans certaines structures, bien évidemment, et de réduire la stigmatisation, je pense,
dans ce cas de figure. Alors, par rapport à certaines barrières, par rapport à la prestation de ces services de santé, donc nous avons vu très clairement ici que le financement des soins, souvent il n'y a pas de budgets nationaux qui sont alloués spécifiquement, donc de ressources humaines et dans certains pays, et bien toujours le coût qui est élevé de certains traitements. Merci Philippa. Et nous allons donc pouvoir conclure avec cette dernière diapositive. Alors ici, les tests ADN pour l'éligibilité au traitement. Alors sur la gauche, vous pouvez voir ici eh bien, cette disponibilité. Comme vous pouvez le voir, par rapport à cette donc disponibilité. Et on voit ici que 90% ont vraiment bien, fortement indiqué qu'il y avait un manque d'accès aux tests de laboratoire. Alors, lorsqu'on regarde ici quel serait le niveau d'accord, donc le seuil finalement, ici comme alternative, alors là, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a clairement un soutien très élevé pour l'utilisation de ces tests au point de traitement ici, au point de... Alors, juste un dernier commentaire, merci de me donner la parole encore une fois sur cette question. Alors, côté laboratoire, on voit ici que souvent, ce sont des tests qui ne sont que disponibles dans des grandes villes, donc c'est ce qu'on nous a clairement expliqué, et qu'il faut aussi des autorisations spécifiques qui compliquent le processus. Et je pense qu'encore une fois, au point de santé, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Alors ici, les tests ADN, par exemple, n'étaient non plus toujours utilisés et que l'équipement, par exemple, était disponible, mais pas les cartouches nécessaires. On parle aussi de coûts importants ou alors seulement disponibles dans des centres urbains. Certains nous ont également dit que pour l'instant, il n'y avait pas encore de laboratoire dans leur pays, comme au Rwanda, mais c'est en cours. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à notre session de discussion, d'échange. Et je suis absolument ravie d'accueillir le Dr Bibi Riwari, qui est donc notre conseiller régional ici, dans la région Séro, et Dr Casimir, ici de la région Afro. Alors, nous allons revenir sur 4 thèmes qui sont, je pense, les thèmes les plus importants, sur l'éligibilité ici du traitement, notamment les services simplifiés et les antiviraux. Alors, avant de commencer cette discussion, nous, ici, aurons une petite question à partager avec vous avant chaque thème. Alors ici, si Bibi et Casimir, si vous voulez bien allumer vos caméras pour commencer et peut-être vous présenter. Bonjour. Alors, j'ai une première question. Alors, je vais vous lire cette question et vous allez ici avoir une minute pour répondre. Et ensuite, nous pourrons revenir sur les résultats. Et je pourrai ensuite passer la parole à Casimir pour les remarques. Donc ici, justement pour traiter ici tous les patients qui testent positifs, ici au test ADN, et qui ont plus de 20 ans, donc indépendamment des niveaux ALT. Donc, est-ce que vous êtes en faveur ou pas? Si vous n'êtes pas en faveur, donc vous allez
ici choisir un, et si vous êtes fortement en faveur de cette recommandation, ici vous allez cliquer sur 5, choisir 5. Donc ici, c'est important. Et si vous pouvez peut-être également nous expliquer pourquoi vous choisissez cette réponse. Ici, dans le chat, cette fois-ci, que vous avez choisi 1, 2, 3, 4 ou 5, ça pourrait vraiment nous aider de comprendre pourquoi. Donc, je vous laisse quelques instants. Alors, encore 10 secondes pour répondre, s'il vous plaît. Donc, encore quelques secondes. Alors, voilà les résultats. Donc, alors 23% sont en faveur, très fortement en faveur ici de cette recommandation. Alors, par contre, il y a ceux qui ne sont pas en faveur, s'agissant justement ici de cette logique. Alors, si on regarde les commentaires dans le chat cette fois-ci, peut-être que certains ont eu l'opportunité d'expliquer leur choix. Alors, ce que je vois en regardant le chat, alors en fait, ce qui est vraiment important pour nous, c'est si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à utiliser le chat pour ce faire. Et encore une fois, en réponse à cette question, si vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ici l'option que vous avez choisie, surtout pour ceux qui ne sont pas en faveur ici de cette option. Casimir, vous avez la parole. Merci, Philippa. Alors, par rapport à cette suggestion, on voit quand même que la plupart des pays sont en faveur ici de cette expansion de l'éligibilité. Alors, ça peut être intéressant, évidemment, de réfléchir. J'ai vu Justin du Rwanda. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole pour votre commentaire, Justin du Rwanda. Je ne sais pas si vous nous entendez. Justin du Rwanda. De même, je vois aussi Ivana de Serbie. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être prendre la parole, Ivana. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous m'entendez? Bien sûr. Alors, personnellement, eh bien, ici, lorsque nous traitons des patients, ici, pour nous, eh bien, nous avons ici une bonne couverture avec 3 doses de vaccin et près une bonne couverture vaccinale. Donc, pour nous, c'est très rare de voir ces jeunes ici infectés par le virus avec une hépatite chronique de nos jours. Et si nous décidons ici de mettre en place ce traitement, il y a des critères qui sont assez stricts et qui sont définis par l'association européenne ici. Donc, nos recommandations sont les mêmes que les recommandations ESO. Merci, Manin. Excusez-moi, encore un commentaire. Si ces patients ici eh bien, sont positifs au test antigénique, eh bien, nous, évidemment, procédons au traitement. Mais ici, si c'est juste pour une infection chronique, eh bien, nous n'allons pas nécessairement ici commencer un traitement antiviral. Merci, Ivana, pour toutes ces informations.
et ce partage d'expérience, donc de Serbie, Justin du Rwanda. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est un problème de micro de votre côté. Je ne sais pas si si ce problème technique a été résolu. Non, apparemment. Est-ce que vous m'entendez? Ah, maintenant, on vous entend. Allez-y. Excusez-moi, j'avais donc un problème de micro. En fait, ce que je suggérais, eh bien, ici, s'agissant du traitement systématique de toutes les femmes enceintes, pardon, sans plateforme, cependant, je pense qu'il faut faire attention. Pourquoi? Pour les tests rapides, il faut tout de même confirmer s'il y a bien une clairance virale. Et c'est pour cela qu'avant le traitement, la suggestion, surtout pour les femmes enceintes, il faudrait en fait qu'il y ait 2 tests. Et une fois que ces 2 tests sont positifs, à partir de là, on peut vraiment traiter parce qu'on est sûr qu'il y a bien ici une infection chronique. Sinon, si l'on teste juste après un premier test rapide, je ne pense pas que c'est quelque chose d'approprié comme méthode. Merci beaucoup. Et alors, en fait, quel est le eh bien, en fait, c'est 6 mois entre les 2 tests, selon de recommandations précédentes de l'OMS pour, confirmer l'aspect chronique de l'infection. Il faut donc, réaliser le test rapide et ensuite confirmer après 6 mois. Si le test est positif, après 6 mois, un deuxième test pour confirmer. Je vous remercie. Parce que évidemment, le problème de la grossesse, c'est que ça dure 9 mois. Donc, parfois, cette détection n'est faite que lors du deuxième trimestre. Mais peut-être, ici, par rapport, ici à cette question, Philippa, vous aviez peut-être quelques commentaires? Et je vous encourage tous, bien évidemment, chers collègues, à ici continuer à partager vos points de vue, vos questions. N'hésitez surtout pas, évidemment, à vous exprimer. Philippa? Merci beaucoup. En fait, je voulais juste répondre au commentaire de Justine et merci beaucoup ici pour tous ces commentaires. En fait, l'exigence ici, la définition à un moment de l'hépatite chronique était d'avoir évidemment 2 tests, ici à 6 mois d'écart, mais en réalité, chez les adultes, eh bien, un test unique est suffisant, donc un test antigénique, surtout dans le contexte de la grossesse. C'est ce que nous considérerions comme suffisant pour ici poser le diagnostic chronique et donc avoir ce patient éligible pour tout traitement, notamment s'agissant ici du traitement en prophylaxie. Alors, je sais qu'il va falloir ici eh bien, passer au thème suivant. Cependant, je voulais également poser une question à ce groupe par rapport à cette éligibilité. Ici, si on est à moins de 2000, donc par rapport à cette augmentation que cela représenterait, est-ce qu'il y a des préoccupations ici, ici qui ne sont pas en faveur de cette recommandation? Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer?
Alors, le Nigeria, par exemple, Casimir, je ne sais pas si vous voulez peut-être donner la parole au Nigeria. Oui, j'allais le faire. Le Nigeria, s'il vous plaît. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager l'expérience au Nigeria. Alors, par rapport à ce critère d'éligibilité, nous avons donc un groupe ici technique et par rapport aux recommandations de l'OMS également, il faut regarder en fait les données par rapport à ces différents centres de traitement. Donc, en fait, sur la base de ce que j'ai rédigé dans le chat, ce sont donc des recommandations en fonction des objectifs. Et toujours au Nigeria, à l'heure actuelle, eh bien, cela reste à la charge pour l'instant des patients. Donc, ce serait difficile pour nous. Donc, ça reste pour nous un défi. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience au Nigeria. Arjan, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, je suis clinicien. Je traite beaucoup de patients atteints de HPV, donc l'hépatite B. Personnellement, eh bien, je ne suis pas en faveur ici, s'agissant de ici rabaisser ce seuil, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un équilibre qui est nécessaire. Alors, il n'y a pas de reconnaissance, en tout cas ici, au niveau européen, là-dessus. Et de même, en tant que clinicien, vous voulez ici éviter l'hépatite chronique, évidemment, mais expliquer ça aux patients, ce n'est pas facile du tout. Et je l'ai dit dans mon commentaire, eh bien, la plupart des patients sont épuisés et ils vous disent, mais quand est-ce que je vais pouvoir arrêter ce traitement? Et donc ici, vous ne pouvez pas leur dire, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou pour la vie. Alors, il n'y a pas ici de définition. Ici, pour clore ce traitement, pour interrompre ce traitement, et il y a aussi tous les effets secondaires, bien sûr. Vous avez mentionné le TAF, mais le TAF n'est pas disponible en générique. Donc, c'est difficile d'avoir le TAF dans ce contexte lorsque les budgets sont limités. Donc, pour moi, c'est pour cela que je ne suis pas en faveur de cette recommandation. Merci beaucoup, Arjan. Philippa, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Peut-être résumer et passer au thème suivant. Oui, bien sûr, merci. Merci à tous ces commentaires et surtout n'hésitez pas. Et nous allons passer au thème suivant. Je pense que cette discussion nous a démontré qu'il n'y a pas en fait de soutien unanime s'agissant ici de rabaisser ce seuil et aussi le fait que ce sont les patients ici qui parfois dans certains pays eh bien, doivent payer pour ces traitements, qu'il n'y a pas de couverture du système de santé et également pour l'Europe où il y a donc un taux de vaccination ici très élevé. C'est très rare donc d'avoir des cas d'hépatite chez les jeunes. Alors, deuxième question. Alors ici, on en a déjà parlé. Il s'agit ici de ce critère d'éligibilité et de pouvoir ici donc intégrer toutes les mères ici qui sont testées positifs. On parle donc de développer l'éligibilité, de la prophylaxie antivirale
pour éviter donc la transmission mère-enfant de l'hépatite B à toutes les mères qui testent positif au test antigénique lorsqu'il n'y a pas d'accès au niveau ADN. Donc, même logique, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le 1, et si vous êtes d'accord, c'est le 5, et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est pour nuancer votre réponse. Je vous laisse encore quelques instants. Alors, 5, c'est si vous êtes fortement en faveur de cette recommandation, et 1, si vous n'êtes pas du tout en faveur de cette recommandation. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est fini. Alors, 44% soutiennent fortement ici cette recommandation. Vous voyez les statistiques ici. Alors, on voit ici ces chiffres. Alors, quelqu'un a son micro allumé, donc je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas. Alors maintenant, Bibi, n'hésitez pas avec vos commentaires dans le chat. Merci Philippa, bonjour à tous. Alors en fait, ici, je vois que 70% ici, eh bien, des participants sont en faveur ici de cette recommandation, donc on votait pour 4 ou 5. Alors c'est assez intéressant de voir quelles sont les raisons, notamment l'accessibilité, parce qu'en général, donc ce n'est pas un problème s'agissant, alors parfois ça peut rester coûteux, surtout lorsque l'on parle de la décentralisation de la livraison des prestations de services. Alors nous savons également qu'il y a des coûts pour le patient. On voit d'autres raisons ici qui sont ici, qui ont été données dans l'enquête. Lorsqu'on parle d'élimination de l'hépatite B et donc de cette transmission mère-enfant, eh bien, je pense qu'il faut avoir une protection maximum dans ce cas-là pour pouvoir justement éliminer cette transmission. Donc cet algorithme permet également. Alors nous savons ici que certains pays ne sont pas en faveur de cela parce que ce n'était pas dans les recommandations de l'OMS, mais maintenant ce serait donc dans les recommandations de l'OMS. Alors de même, certains nous disent qu'il y a des problèmes aussi de capacité. Donc c'est un commentaire du Rwanda et c'est vrai. D'Indonésie aussi. Je vous demande les commentaires parce que ici, nous avons pu constater ici des résultats très intéressants dans certains pays. Donc, je ne sais pas si vous voulez bien prendre la parole pour l'Indonésie, s'il vous plaît. Merci, Dr. Harry. Alors, en Indonésie, alors du fait de ces limites auxquelles nous devons faire face en Indonésie, pour les femmes enceintes qui se sont testées positives, donc en fonction de la fonction hépatique, donc les mesures d'ALT,
Donc ici, en fonction donc, du résultat, il y a ici un renvoi vers un centre de référence. L'objectif, évidemment, est d'assurer un suivi pour les femmes enceintes qui ont testé positif. Parce qu'évidemment, dans les centres primaires, eh bien, nous n'avons pas nécessairement les capacités en matière de tests. Alors, j'ai 2 questions très intéressantes. Merci beaucoup. Quelles sont les recommandations ici, s'agissant des crises ici, lorsqu'on interrompt le traitement, ici chez les femmes enceintes? Et après également l'accouchement. Alors, personnellement, ici, c'est une échange très intéressante et je suis sûre que Philippa aura des commentaires, peut-être sur cette question. Philippa? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous me disiez, Bibi? Oui, vous savez, lorsqu'on interrompt le traitement, qu'en est-il, eh bien, finalement, des critères? Qu'en est-il ici des éléments auxiliaires? Alors, je pense ici que d'après les résultats à l'enquête, on a parlé de la reconnaissance ici, que cela manquait ici de soins. Alors, on voit un certain suivi côté test pour, par exemple, le test en combinaison avec la syphilis et le VIH. Cependant, eh bien, il reste encore beaucoup de confusion, d'incertitude par rapport ici aux étapes de soins pour la femme qui a testé positif ici à l'hépatite B. Et c'était également, eh bien, justement, s'agissant des soins, comment est-ce que l'on oriente cette patiente? Est-ce qu'il y a un besoin d'un suivi à long terme avec le tenofovir ou alors une prophylaxie à court terme? L'accès également à certains traitements. Cela étant dit, les données qui ont été partagées aujourd'hui, alors clairement, ici, je pense que ceci doit être, oui, je suis d'accord, ici, évoluer notamment avec une cohorte peut-être sur le long terme. Merci Philippa. Je vais passer à la question suivante. C'est une excellente question, je pense. Alors ici, par rapport aux algorithmes, notamment ici, lorsqu'il y a des charges virables indétectables, donc en dessous du seuil, ici, Abdullah, ici, vous parlez encore une fois ici de la disponibilité, qui est justement un... Alors on parle de coûts, ici on essaie d'évoluer et de s'écarter peut-être de ces barrières. Donc j'aimerais ici avoir finalement votre opinion là-dessus. Merci Bibi. Alors je viens du Soudan et les services au Soudan sont problématiques parce que tout est très centralisé en fait ici au Soudan. En fait, on pensait à cette option parce que par exemple, s'il y a des tests rapides, pour nous, vraiment, ça nous aiderait. De même, s'agissant des tests de la charge virale, eh bien, il y a cette capacité de test de la charge virale
Donc, je pense encore une fois que par rapport à cette intégration de la charge virale, donc dans un pays ici comme nous, eh bien, nous n'avons qu'un seul appareil. Merci beaucoup, Sarah. Alors, on parle ici évidemment de ces questions de disponibilité. Alors, en effet, c'est un thème qui revient très souvent. Et donc, c'est aussi pour cela qu'on voit justement ce taux de réponse très élevé. Pour vraiment les raisons que vous venez, vous aussi, de citer, et notamment pour prévenir la transmission. Le temps. Alors, Philippa, vous pouvez peut-être ici évoluer, passer à la question suivante, bien sûr. Alors ici, eh bien, j'aimerais que nous puissions parler de la prestation de service, en fait. Romina, si vous voulez bien ici revenir sur ces questions spécifiques, parce que je voudrais ici vous poser ces 3 questions rapidement. Donc 30 secondes pour chaque question. Parce qu'ensuite, il s'agit vraiment de ces services au niveau du centre de santé primaire, parce que c'est important pour nous pour développer cet accès. Alors, encore une fois, alors, par rapport à cette limite, je laisse 30 secondes pour répondre à cette question ici. Voilà, on va clore ici cette question. Et n'hésitez pas à partager vos raisons dans le chat. Alors, 50%, 28%. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont en faveur, évidemment, d'avoir ici ces services au niveau de la santé primaire. Donc, c'est intéressant de voir ces résultats. Et continuons. Romina, s'il vous plaît. Question suivante. Alors, cette fois-ci, il s'agit de cette intégration des services d'hépatite B, notamment avec l'infrastructure pour les soins ici. Alors là encore, vos réponses. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors cette fois-ci, on voit encore des résultats assez similaires. Vous êtes fortement en faveur de cela. Près de 80% en tout cas. Afin d'utiliser ici ces services. Évidemment, nous avons potentiellement également le besoin de peut-être aussi travailler sur l'aspect de stigmatisation. Et puis, je continue avec la dernière question de notre enquête, toujours sur cette prestation de service. Donc, ces services d'hépatite B intégrés avec les cliniques NCD, lorsqu'elles existent évidemment. Alors, peut-être que c'est moins commun, mais je vous laisse voter tout de même. Merci de vous exprimer sur cette question. Encore quelques secondes. Alors, moins de soutien, c'est ce qu'on a pu constater, avec donc 32% ici de soutien. Donc, en général, ici, c'est aussi ce que l'on avait pu constater lors de notre enquête. Donc, certains, ici, ont émis quelques réserves. Donc, quelques considérations à prendre en compte. Et je pense que d'après les réponses à l'enquête, nous avons également pu constater que dans le cadre de certains services, eh bien, il y avait vraiment un manque d'opportunités d'intégration. Alors, Casimir,
Casimir, pour vos remarques de clôture. Merci beaucoup, Philippa. Alors, merci vraiment d'avoir participé si activement. Je pense que ce sont des points très intéressants. Mais maintenant, je pense qu'on pourrait regarder peut-être les commentaires brièvement, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat. Donc, merci beaucoup. Jamio, merci beaucoup. Merci, docteur Casimir. Personnellement, ici, je soutiens vraiment ces 3 options. Surtout, évidemment, qu'au niveau des soins de santé primaires. On parle évidemment de la couverture de santé universelle, aussi d'une approche décentralisée. Donc ici, il faut saisir vraiment toute opportunité, et ici également au niveau des ressources. Donc je pense que c'est important, c'est quelque chose qu'on a déjà structuré dans nos recommandations. Et il faudrait donc ici réellement à tous les niveaux proposer un minimum de services. Et ça fait partie vraiment, à mon avis, d'une opportunité clé par rapport donc à la prestation de ces services. Et nous espérons ici qu'avec le financement, nous pourrons donc atteindre ces objectifs. Mais nous soutenons également donc l'intégration. Et il s'agissait aussi de cette intégration, mais ça reste ici une opportunité importante. Et il faut donc prendre en compte tous ces éléments. Donc l'intégration, c'est important pour éviter la multiplication des efforts, la duplication du travail déjà réalisé et aussi pouvoir mobiliser au mieux les ressources humaines nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces commentaires. Docteur Bella du Cameroun et le Rwanda également. Alors le Cameroun, s'il vous plaît. Le Rwanda. Alors j'espère que vous m'entendez. Oui, bien sûr. Alors merci beaucoup. Alors c'est un aspect ici qui est très important. Donc dans le cadre de cette intégration, je pense que c'est absolument essentiel. Mais par rapport à la première question, alors j'ai ici sélectionné l'option 3. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il faut prendre en compte la stigmatisation. Parce que lorsqu'on parle d'intégrer ces services avec l'hépatite, avec le VIH, je pense que c'est vraiment très important. Ici, je pense qu'il ne faut pas minimiser ces aspects et c'est vraiment une vraie préoccupation. Donc, il y a peut-être des pays qui ont une expérience évidemment partagée en la matière. Merci beaucoup au Rwanda pour ce partage ici de ces préoccupations. Vous avez raison. Et vous avez parlé très bien de la stigmatisation. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a de l'expérience en la matière sur cette question de la stigmatisation. Donc, comme je le disais, je ne sais pas si certains pays ont une expérience à partager en la matière. Oui, Philippa. Alors maintenant, nous allons devoir conclure ici notre discussion en panel parce que nous arrivons ici
Philippa, excusez-moi, j'ai juste un commentaire si je peux me permettre. Je pense que c'est important lorsque l'on parle de sa prestation de ses services. Ici, s'agissant ici de la décentralisation qui a été menée pour le VIH il y a 20 ans, je pense que c'est important ici, à mon avis, d'en apprendre parce que la fidélisation, le suivi de traitement, le respect du traitement est absolument essentiel et parce que aussi, eh bien, cela devrait nous permettre d'avancer. Donc, il faut absolument, à mon avis, réfléchir à cela. Merci, merci à tous les deux. Et merci également pour ce dernier commentaire sur eh bien, les leçons que l'on peut tirer du VIH, sur la simplification et la prestation de services décentralisés. Donc, nous avons une revue systématique en cours. Alors, finalement, nous avons réussi à trouver assez d'études pour faire également une étude et une synthèse qualitative et quantitative. Donc, c'est en cours. Mais les modèles, pour l'instant, restent confus. Donc, on n'a pas encore le niveau ici de preuve nécessaire. Alors, avant de passer la parole ici, j'ai un dernier commentaire. Donc, je vraiment remercie à tous ceux ici qui ont répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas encore répondu à l'enquête que nous vous avions envoyée, alors n'hésitez surtout pas, parce que cela va être présenté lors de notre réunion sur les recommandations. Donc, s'il vous plaît, vraiment, prenez le temps si vous avez l'occasion de répondre à ces questions. Nous enverrons encore une fois cette enquête afin de vous donner l'opportunité de pouvoir répondre si ce n'a pas encore été fait. Merci à tous pour toutes ces discussions. Je passe la parole à Fumi. Alors, merci beaucoup pour ces échanges avec près de 90 participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la simplification ici des recommandations sans simplification de la prestation de service ne nous permettra pas d'atteindre notre objectif d'élimination. Donc, à partir de là, à partir de tous ces échanges, il faut revenir sur les thèmes de la prophylaxie chez les femmes enceintes pour éviter la transmission mère-enfant, des traitements également pour plus de patients adultes parce qu'ils sont à risque de ces cancers du foie et l'importance d'intégration avec d'autres ici domaines thérapeutiques qui est important. Alors début mai, nous aurons une autre session suivante et nous espérons bien ici continuer et approfondir cette discussion que nous avions entamée aujourd'hui. Et tous vos commentaires de ce webinaire vont aussi nous permettre ici d'avancer. Nous vous avons entendu, notamment avec les responsables ici, et nous vous remercions pour votre participation. Merci pour d'avoir participé. Évidemment, votre expérience est absolument essentielle. Merci à tous les commentaires. Je remercie l'équipe ECHO, l'équipe de l'OMS. Merci, docteur Philippa, pour avoir modéré cette session. Merci beaucoup et notre prochaine réunion, eh bien, sur les données en matière d'hépatite, comment générer les données, comment utiliser les données, sera donc au mois de mai. Et s'il vous plaît, merci de bien vouloir répondre ici à une petite enquête qui est dans le chat. Il y a un lien pour partager justement avec nous justement toutes ces informations. Merci beaucoup. Et encore une fois, au nom de l'ensemble de l'équipe, nous vous remercions et nous vous retrouvons donc au mois de mai. Merci beaucoup et nous vous retrouvons le mois prochain. Merci, au revoir et excellente journée à tous.